Alors, un peu dans la même veine, je pense. En tout cas, un modèle de transposition en clinique. Thérapie génique dans l'amyotrophie spinale, l'expérience de Necker, professeur Deguerre, Élodie Deladrière de Necker, le Centre des maladies neuromusculaires, et le docteur Rémi Barrois, le laboratoire de neurophysiologie. Alors, j'ai perdu Rémi, il va apparaître, j'espère. Je ne le vois pas. Comment on fait escape? Ouais, je suppose. Je ferme ça. Et je me mets là. Bonjour, je vais essayer de vous montrer en effet comment dans la vraie vie on part d'une maladie extrêmement grave qui n'est pas si rare que ça, puisque la myotrophie spinale, vous voyez que c'est la seconde maladie génétique chez l'enfant après la mucoviscidose sur le mode récessif autosomique. C'est une maladie rare et fréquente en même temps. C'est en gros 1 pour 6000 naissances. Et le gène SMN, où il y a la délétion identifiée, ce gène a été identifié dans cet hôpital par l'équipe de Arnold Munich et Judith Melki. Et donc, c'était il y a un certain temps, mais ça montre que la persévérance est importante. Donc, la physiopathologie, c'est une maladie où vous allez avoir une mort des motoneurones, puisqu'il va y avoir une délétion dans le gène SMN1, et la mort de ces motoneurones va conduire à des paralysies progressives au niveau des 4 membres. Alors, le premier message dont je voudrais parler, on va parler de la thérapie ensuite, c'est qu'il faut penser à ce diagnostic. On revient un peu à l'idée tout à l'heure de comment informer, comment penser à ce diagnostic, parce qu'en fait, l'enjeu thérapeutique, il va dépendre de la précocité du traitement. Quand vous avez un motoneurone qui est mort, eh bien, il ne repousse pas et donc vous êtes définitivement paralysé. Donc c'est malheureusement un message assez simple. Donc les mots-clés, c'est un bébé de moins de 6 mois qui bougeait et qui ne tient pas bien sa tête, arrête de bouger les bras et les jambes. Et à l'examen clinique, il y a 2 signes pour n'importe quel médecin qu'on est censé savoir faire. C'est il n'y a plus de réflexe et quand on lui ouvre la bouche, il y a des fasciculations sur la langue. Donc en fait, c'est un diagnostic globalement assez simple et qui devrait faire prendre son téléphone à n'importe quel pédiatre ou médecin généraliste s'il a un de ces symptômes. On a essayé de faire des formations accélérées pour diffuser le message et en fait, ça ne marche pas. Deuxième chose, c'est il y a des nourrissons 6-18 mois et là, ce qui va inquiéter les parents, c'est que c'est un enfant qui commence à appuyer sur ses jambes, qui perd le supporting, qui faisait un début de 4 pattes, qui perd le 4 pattes, d'un enfant qui est assis et quand on l'examine, il n'y a plus de réflexe. Alors pourquoi ça tarde, ces 2 diagnostics? Parce qu'il n'y a pas d'atteinte cognitive et que la première chose qui inquiète des parents ou des médecins, c'est quand un enfant n'a pas de contact. Un enfant qui a l'air hyper futé, qui vous regarde, qui babille, qui dit des petits mots, il est un peu bout, il ne bouge pas beaucoup, et ben on se dit c'est un gros pépère et ça ira mieux demain. Donc la mort de ces motoneurones, paralysie progressive, pas d'atteinte cognitive, et donc des petits nourrissons, des enfants un peu plus grands et même des formes qui existent plus tardives. On va se concentrer sur le type 1 qui est la forme du tout petit. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On pleurait bien sûr, mais vous avez vu que les types 1, les enfants décédés avant l'âge de 2 ans à 99%, et donc dans les autres cas, on s'occupait de ce qu'on appelle la qualité sociale scolaire de ces enfants qui devenaient des adultes, qui font des études brillantes généralement, en essayant de s'occuper de leur scoliose, de les verticaliser et de suppléer à leur atteinte respiratoire, puisque les premiers muscles impliqués sont les muscles respiratoires. On arrive donc à ce gène, il est découvert en 1995 et nous nous projetons rapidement en mai 2019 où on a l'autorisation par la FDA d'utiliser la thérapie génique chez ces enfants. Donc, en fait, dès que les autorisations sont données par la FDA, on va pouvoir accéder au traitement par le système de Early Access Treatment. Et donc, à l'heure actuelle, en gros, on a une 60aine d'enfants traités à ce jour et on a des discussions, vous allez voir, tout le temps. Pourquoi ? Parce que depuis 2017, dans cette maladie, on avait déjà une nouvelle thérapie qui n'est pas de la thérapie génique, mais qui nous avait amené à essayer d'homogénéiser nos pratiques et surtout de discuter des indications thérapeutiques. C'est des traitements très coûteux et on avait décidé qu'il fallait absolument d'abord modéliser nos décisions, essayer de redécrire l'histoire naturelle de cette maladie traiter, parce que les enfants évoluent différemment, ils ne meurent plus, et d'adapter nos prises en charge.
Donc la thérapie génique arrive en juin 2019. Il y a 23 centres de référence constitutifs et 12 de compétences. Il y a des RCP tous les 15 jours, parfois plus rapides si on en a besoin, pour discuter les indications de cette thérapie génique. Pourquoi? Parce que ce sont des petits bébés. En moyenne, l'autorisation là pour les enfants de moins de 24 mois et de moins de 12 kilos. Ça va peut-être être un peu élargi, mais je ne vais pas passer sur les problèmes techniques. Et qu'il y a urgence, c'est-à-dire qu'au moment où vous évoquez le diagnostic, il faut que cet enfant soit traité, en gros, dans les 15 jours. Donc c'est la course contre la montre. C'est-à-dire qu'il faut avoir le résultat génétique et pas attendre qu'il arrive. Il faut enquiquiner tout le monde. Donc, par exemple, l'équipe de génétique de Necker pour avoir le résultat dans les 48 heures, en appelant Jean-Paul toutes les 10 minutes. Voilà. Après, il faut prélever un tube de sang pour avoir les anticorps qui partent à l'étranger pour l'instant, pour être sûr que cet enfant n'a pas un anticorps contre ce virus. Donc, deuxième chose, vérifier que le tube part, qu'il arrive, etc., etc. Il faut évaluer sur le plan moteur cet enfant avec des scores qui ont été validés, qui ont ce qu'il vaut. On fait des vidéos et on va voir qu'en fait c'est important parce que le score ne donne pas obligatoirement une idée réelle de l'état de gravité de l'enfant. On va évaluer très rapidement son poids, sa taille pour voir son état nutritionnel et on va surtout essayer de déterminer s'il y a une atteinte bulbaire, donc de la déglutition qui est déjà en place et sévère, ou une atteinte respiratoire qui fait que cet enfant a besoin d'un support ventilatoire ou respire extrêmement mal, parce qu'on sait que ces deux atteintes ne sont pas réversibles. Et donc après, il va se poser la question de qui traiter, quelle qualité de vie et pour quel objectif. Et donc, il va y avoir donc cette RCP qui va donner, entre guillemets, l'autorisation ou qui va valider l'indication, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où tous les enfants sont traités sans grille de lecture, avec des succès assez modérés. Et puis, on va identifier l'endroit où cet enfant va être traité rapidement, parce que tous les CMR n'ont pas la possibilité de faire de la thérapie génique et il faut que cet enfant soit traité très vite. Donc ça demande une réactivité très importante d'une grande chaîne avec une pharmacie d'hôpital, et je remercie les pharmaciens de Necker, pour réellement décider rapidement des choses. Alors là, je vais faire un truc hyper compliqué. C'est essayer de vous montrer une vidéo, et vous savez comme moi que c'est super dur. Mais on devrait y arriver. C'est juste pour vous montrer de quoi on parle. Quand on parle d'un petit enfant, en plus, il faut que je choisisse mon truc. C'était pour essayer de vous expliquer pourquoi on a besoin de cette vidéo, si jamais ça marche. J'avais un petit doute quand je les ai amenés, mais là, j'ai un gros doute, ça ne marche pas. Ça marche très bien sur mon ordi. Ah, voilà. Donc voilà un petit enfant. Vous n'avez pas le son. Ce qui est important de regarder, c'est la façon dont il respire. Vous voyez un peu l'atteinte respiratoire majeure de cet enfant. Il a une respiration purement abdominale parce qu'en fait, il respire avec son diaphragme. Il a un thorax qui est tout étroit, qui est rétréci. Quand on le met assis, vous voyez que c'est un petit bonhomme qui vous regarde tout à fait gentiment et qui est tout à fait intéressé par ce qui se passe, alors qu'il respire quand même très mal. Je vois le pneumologue en face là qui souffre rien qu'en regardant la vidéo de respiration. Voilà, donc, et il est totalement paralytique, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus du tout les jambes dans le plan du lit, et il bouge un petit peu les bras, puisqu'il essaie d'attraper sa totote et de faire. Alors, on a donc... Quand on fait cette RCP, la vidéo de ça, et on demande aux parents de prendre une vidéo dans le bain pour essayer de voir comment cet enfant bouge quand il n'a pas le problème de la pesanteur et s'il reste des mouvements possibles des membres inférieurs qui nous donneraient, je dirais, un peu d'espoir sur sa possibilité motrice future. Donc vous voyez qu'il est très content de prendre son bain, voilà, et vous voyez qu'il bouge un peu les jambes. Par contre, on voit qu'il a une atteinte respiratoire qui est massive. J'arrête le bain. Et je me remets au bon endroit. Si les éléments ne sont pas contre moi, je suis là. Voilà. Donc, cette RCP, l'objectif... c'est donc de discuter rapidement et d'essayer de prendre des bonnes décisions. Donc, vous voyez qu'on a discuté, c'est mis à jour à septembre 2022, il y en a eu quelques autres depuis, mais en gros, il y a 5 à 6 dossiers discutés tous les mois, d'accord ? Et donc, l'idée, c'est, on avait donc 113 enfants discutés, 100 qui avaient une amyotrophie spinale de type 1, qui est beaucoup plus fréquente que la type 2, type 3,
Vous voyez que des enfants étaient exclus d'emblée, c'est-à-dire des formes très très graves où il n'y a aucune autonomie respiratoire ni motrice dès la naissance, c'est ce qu'on appelle les SMA 0. Et puis surtout, après, il y a une discussion parmi ces enfants traités, combien vont avoir la thérapie génique à la fin. Et vous voyez que donc, en fait, les enfants qui vont être pour la thérapie génique, c'est moins de 50%, et que les autres vont être, dans la grande majorité, orientés vers des soins palliatifs. Pourquoi ? Parce que l'atteinte bulbaire et respiratoire est déjà tellement évoluée qu'on sait qu'on va avoir peu de bénéfices de la thérapie génique. Donc, on aura, en tout cas, si on a un bénéfice moteur, il va être modéré, mais surtout, on ne supprimera pas la dépendance ventilatoire complète et on ne supprimera pas l'impossibilité de ces enfants de s'alimenter. Et donc, généralement, la décision dans ce cas-là de proposer plutôt aux parents des soins palliatifs, et donc ces enfants qui vont pas avoir de thérapie génique vont décéder. C'est pour ça que ce processus est quand même complexe et un peu douloureux. Donc évidemment, je vous passe toute la biologie savante qu'il faut faire avant. L'objectif, et c'est là où je remercie un peu tout le plateau technique de Necker, c'est qu'il y a un délai qui est court, il faut que tout le monde soit réactif, il faut trouver une place en USC à l'arraché pour accueillir ce bébé, lui poser un cathéter central, alors qui est tout petit, tout maigrichon, sans anesthésie générale, parce qu'il est tellement fragile qu'on n'ose pas le toucher. Donc en fait, tout se fait sur la pointe des pieds pour enfin faire ce traitement par thérapie génique avec un conditionnement de corticothérapie. Alors, comme toujours, on a un peu essuyé les plâtres, donc on a eu quelques cas un peu compliqués. Il peut y avoir des atteintes hépatiques et surtout, il peut y avoir des complications qui sont rares mais très complexes, avec des microangiopathies thrombotiques, avec une activation pathologique de la voie alterne du complément dans les 3 à 5 jours qui suivent la thérapie génique et qui doivent être pris en charge très rapidement parce qu'il y a un risque de décès, d'insuffisance rénale, et on a eu un décès lié à ça. Donc à l'heure actuelle, maintenant, le processus est très bien enclenché et je dirais que cette catastrophe nous a surtout permis d'établir une collaboration avec l'équipe de l'HEGP pour monitorer le complément et essayer de comprendre pourquoi cet enfant avait fait ça. Il y a un suivi très régulier qui va être biologique, mais qui va surtout être moteur. Et j'ai mis un peu les chiffres de fréquence d'évaluation pour vous montrer un peu l'enjeu et tous les gens que ça mobilise. Parce que toutes les évaluations, il y a une ergothérapeute qui va évaluer cet enfant, il y a de la biologie un peu complexe, il y a une collaboration avec l'équipe de Brigitte Fourroux sur le plan respiratoire, donc c'est pas simple. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Cette diapo, vous allez me dire c'est quoi ces billes rouges, c'est très neurologique de jouer avec des boutons rouges et des boutons verts. C'est juste pour vous montrer ce qui se passe à 2 ans. Et donc, ce qui est vert, c'est ce qu'on a obtenu. Ce qui est rouge, c'est les dépendances que gardent ces enfants. Et donc, ce qui est important de voir, c'est que vous voyez qu'à 24 mois, ils tiennent tous leur tête. Ils tiennent assis pour une grande majorité. Ceux qui n'ont pas de point vert, c'est ceux qui n'ont pas réussi à tenir assis. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a un certain nombre qui ont un supporting, c'est-à-dire qu'ils tiennent debout avec une aide, quelques pas soutenus. Ils ne sont pas guéris. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la respiration et de l'alimentation, puisque c'est quand même les 2 dépendances qui nous posaient problème. Vous voyez qu'un certain nombre d'entre eux, mais peu en fait, 3 nécessitent une VNI nocturne, c'est-à-dire pas une ventilation 24 heures sur 24, mais uniquement durant le sommeil. Tous les autres sont autonomes sur le plan respiratoire et n'ont pas de grandes déformations thoraciques ou de tableaux dramatiques. Vous voyez qu'il y en a un seul qui a une gastrostomie, c'est-à-dire que tous les autres mangent, et mangent des morceaux. Ils ne sont pas à la purée liquide et aux fausses routes. Par contre, un domaine où on n'est pas très bon, manifestement, c'est sur l'atteinte axiale des muscles de l'axe, avec une nécessité d'un corset, c'est-à-dire qu'ils ont tous développé des scolioses. Alors, ce qu'on constate de ça, c'est qu'il faut un centre expert pour le diagnostic, les évaluations initiales. Il faut un lieu de délivrance qui va être identifié avec une réa, avec des expertises neuromusculaires et des gens qui s'y intéressent. Et il faut un suivi MPR et neuro-orthopédique serré pour essayer de compenser cette atteinte motrice qui persiste dans certains domaines et surtout proposer des appareillages ou des aides à la mobilité un peu innovants par rapport à ce qu'on faisait avant. Parce que le problème, c'est qu'avant, on ne faisait pas grand-chose de très joyeux. Alors, il y a plein de recommandations internationales qui ont été publiées, très bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on a essayé de développer à Necker ? Puisque sur les enfants qui ont été traités globalement, on a, vous voyez, en gros 40% des enfants français qui ont été traités à Necker.
Donc on a une grosse cohorte de suivi local, et donc on a essayé d'identifier des choses qui pouvaient nous permettre de mieux réfléchir pour choisir les bons traitements et choisir les prises en charge. Alors la première chose, c'est que dès le départ, on avait dit on va faire de l'électrophysio pour voir si cette atteinte du motoneurone, qu'on peut évaluer avec l'électromyogramme, on peut la quantifier, elle peut être prédictive de ce que cet enfant pourrait récupérer ou ce qu'il pourrait développer comme motricité. La deuxième chose, on s'est dit on va essayer d'analyser le mouvement, et là en fait j'ai profité de la venue d'un petit jeune, mais je ne le vois pas arriver, il est là, il va parler. On a essayé d'analyser le mouvement de façon un peu plus originale, et Rémi va vous en dire un petit mot. On a essayé de voir ce qu'on pouvait faire sur la prévention respiratoire, parce qu'initialement on était super inquiets, en fait on s'aperçoit qu'ils vont super bien. Donc je ne dis pas qu'on n'a plus besoin de Brigitte Fourou, mais bon, ça montre qu'en fait on peut avoir des angoisses qui se soignent. Au niveau orthopédique, il y a un boulot à faire, c'est clair, on verra les diapos. On a essayé de voir comment on pouvait les aider à développer des domaines de compétences de motricité qu'ils n'utilisaient pas avant. Alors, je vous montre, il y a un petit jeu pour essayer de travailler, par exemple, la motricité du poignet dans tout l'espace, qu'on a développé avec les ergothérapeutes locales et avec une étudiante d'une école d'archi et de design qui, elle, avait envie de faire un projet sur les enfants handicapés, donc développer un jeu adapté à ces enfants en réfléchissant à quel type de mouvement on pourrait leur faire travailler pour le futur. Et puis, essayer d'identifier des biomarqueurs biologiques. Alors, avec une collaboration avec Judith Melki, nous revenons aux sources, l'identificatrice du gène, donc vous voyez comme quoi on peut garder sa passion fort longtemps, qui essaie de comprendre un peu ce que devient le cDNA de cette thérapie génique sur le long terme, avec des données intéressantes à 2 ans maintenant qui font poser plein de questions. Je ne vous donnerai pas ces résultats parce que c'est encore un peu des prémices. Et puis la collaboration avec la HEGP sur la voie alterne du complément. Donc là, je demande à Rémi de venir présenter. Merci. Donc moi, je suis Rémi Barrois, je suis chef de clinique en neurophysiologie. Et j'ai travaillé durant ma thèse de médecine sur le suivi longitudinal des patients traités par thérapie génique. Et donc là, je vais vous parler de l'électromyographie, de l'intérêt de l'électromyographie dans ce suivi. Donc l'électroneurommyographie, c'est quoi? Ici, en fait, on stimule le nerf en distalité. Et puis on recueille le potentiel d'action au niveau du muscle. Et donc dans l'amyotrophie spinale, ici j'ai mis un schéma avec la dégénérescence de la corne antérieure. On a une réponse qui est diminuée. Donc qu'est-ce qu'on observe chez les patients? Donc ça c'est la réponse chez un sujet normal. Ce qu'on appelle l'amplitude distale motrice, c'est l'amplitude de ce potentiel d'action. Donc ça, c'est l'amplitude distale motrice. Et ici on voit qu'il est de plus en plus dégradé en fonction de la sévérité. Ici c'est un enfant très sévère et ici c'est l'enfant présymptomatique qu'on avait traité, qui a en fait une amplitude distale motrice normale. Donc, qu'est-ce qu'on observe quand on regarde de manière prospective l'évolution de ces amplitudes distales motrices à M0, M6 et M12 après la thérapie génique sur les 4 nerfs principaux qu'on peut tester, donc le nerf médian, le nerf ulnaire pour le membre supérieur, et le nerf fibulaire et le nerf tibial pour le membre inférieur. On voit en fait que les progrès ils sont le plus marqués sur le nerf médian. Donc ça, c'était un premier résultat qu'on a trouvé, puisque c'était pas connu qu'il y avait un progrès plus important sur ce nerf-là, alors que dans la littérature, c'est plutôt le nerf ulnaire qui était regardé. Et ce qu'on a regardé aussi, c'est, là, on a séparé les patients type 1B et les patients type 1C, donc les types 1B qui sont un peu plus sévères que les types 1C, et on a vu que le progrès, il était plus marqué chez les patients moins sévères. Donc, ce qui va dans l'idée que quand les patients sont moins sévères au diagnostic, on a un potentiel de récupération plus important. Donc, comme on avait montré qu'il y avait plus d'évolution sur le nerf médian, on s'est posé la question, est-ce que le nerf médian ne pourrait pas avoir un pouvoir prédictif en fait, à M0 de la tenue assise à M6 pour ces patients? Et donc, ici, sur ce schéma à gauche, on a tracé à M0 la Shop Intense, qui est une échelle motrice, un peu de référence, le gold standard pour mesurer la motricité de ces patients. Et on a tracé l'amplitude distale motrice du nerf médian à M0.
Et en rouge sont représentés les patients qui à M6 ne vont pas tenir assis, et en bleu ceux qui vont tenir assis. Et donc on voit que quand on est en dessous de 30 de Chopin-10 et en dessous de 0,5 millivolts d'amplitude distale motrice, tous nos patients dans la cohorte de Necker ne tenaient pas assis à M6. On a voulu tester la validité externe de ce résultat en recueillant les données des autres centres. Donc ici, on a les données pour les autres centres. On a fait la même manipulation, la Chopin-10 à M0 avec l'amplitude distale motrice du nerf médian à M0. Et on a trouvé sensiblement le même résultat que les patients en dessous de 30 de Chopin-10 et en dessous de 0,5 d'amplitude distale motrice également ne tenaient pas assis à M6. Donc d'où l'intérêt de cette mesure d'électrophysiologie pour le patient. Et donc l'intérêt de ce résultat, c'est surtout pour la réunion de concertation pluridisciplinaire où on décide de l'indication de la thérapie génique, comment interpréter en fait ces données d'électromyographie. Ça donne un seuil pour les interpréter. Ensuite, quelques mots sur la mesure du mouvement. Donc, d'où ça sort cette idée de mesure du mouvement? Moi, j'avais réalisé une thèse de science sur la mesure du mouvement en utilisant les capteurs inertiels qu'on avait utilisés initialement sur la marche. Et avec le professeur Deguerre, on a développé un protocole de mesure du mouvement pour ces patients donc traités par thérapie génique. Donc un capteur inertiel, c'est quoi? C'est un petit boîtier comme ça, qui pèse 18 grammes, qui est grand comme ça environ, et qui mesure l'accélération selon les 3 axes de l'espace à chaque instant, et qu'on peut fixer donc aux 2 poignets et aux 2 chevilles de l'enfant. Et donc on peut mesurer sa motricité spontanée pendant une trentaine de minutes quand ils viennent en consultation. Donc ça se faisait dans la salle d'ergo de la consultation Imagine. Donc qu'est-ce qu'on obtient comme mesure? Donc là on a le patient avec les capteurs aux 2 poignets et aux 2 chevilles, et on voit que l'accélération au niveau du membre supérieur, on voit tout de suite qu'elle est nettement plus importante qu'au niveau du membre inférieur. Et donc ici on obtient comme une photographie de l'immobilité en fait des membres inférieurs de ce patient sur là une dizaine de minutes sur 700 secondes. Et donc, en prenant la moyenne de ce signal-là, on peut avoir un paramètre qui permet de suivre la motricité spontanée de ces enfants. Et donc ici, on voit que ce paramètre, donc juste très globalement, il est corrélé avec la Chopin-10, donc l'échelle motrice, est corrélé également avec l'amplitude distale motrice, ce qui donne une indication de sa validité donc de corrélation avec les autres mesures usuelles. Donc là on continue à chercher l'idée c'est de voir lequel de ces paramètres, en ayant plusieurs paramètres à M0, est prédictif des meilleurs et prédictif des patients bons répondeurs pour la thérapie génique. Merci Rémi. C'est un travail assez important, hein. Il est très modeste et très gentil, là, mais je peux vous dire qu'aller mettre des microcapteurs à des petits-enfants, essayer de modéliser, de faire bouger un enfant qui ne bougeait plus, qui était paralytique, pour essayer de sortir des phénomènes, c'est complexe. La deuxième chose, c'est que vous voyez quand même que quand on regarde les courbes de motricité, vous voyez que tous les enfants s'améliorent, alors pas à la même vitesse, mais qu'ils vont gagner en motricité. Et donc, on vous a mis comme indicateur la tenue à 6 à 6 mois. Vous avez vu que certains enfants ne tenaient pas assis à 6 mois, mais la majorité tient à 12 mois. Et à 24 mois, il n'y en a que 2 sur les 26 qui ne tiennent pas assis. Je rappelle que ces enfants, normalement, ne tiennent pas leur tête et ne mangent pas, ne respirent pas et meurent, pour juste bien caler le design. Alors, maintenant, on va parler des choses qui enquiquinent quand même, parce qu'on a beau dire qu'on a fait beaucoup mieux qu'avant. On a un souci, c'est celui de cette scoliose. Donc là, je vous ai montré un petit catalogue de dos pour dire que, en fait, comme toujours, revenir au patient, essayer de comprendre ce qui se passe avec la thérapie génique qui est innovante, ça remet en cause d'autres certitudes. C'est-à-dire que, en fait, ces enfants développent une scoliose pas à l'endroit habituel de ce que nous on connaît comme les scolioses neuromusculaires,
qui est surtout une grande kyphose, ce qui veut dire que ce n'est pas les mêmes muscles qui sont touchés ou qui sont paralytiques. Et vous voyez, de profil, ils se ressemblent tous. En plus, on a le choix des couleurs. Il y en a des plus ou moins mates, mais enfin, ils ont tous une affreuse kyphose avec une atteinte dorsale haute qui n'est pas le territoire classique de la scoliose dans les amyotrophies spinales type 2, puisque les types 1, habituellement, ils n'avaient pas de scoliose, puisqu'ils étaient morts avant d'en développer. Et donc, on a été obligé de développer, bien évidemment, des corsets. Là, c'est un exemple de type de corset. Mais là encore, on a été obligé de raisonner différemment d'habitude, parce que habituellement, on met à ces enfants paralytiques des corsets très contraignants, hyper rigides, qui tiennent tout, mais qui empêchent de bouger. Et en fait, on est un peu en opposition frontale avec l'objectif de la thérapie génique, qui est qu'il bouge plus. On était jusqu'à maintenant dans une maladie paralytique où on perdait de plus en plus de force musculaire. Donc en gros, les immobilisés ne nous gênaient pas beaucoup, on va dire. Là, d'abord, il y a un refus frontal des parents, et moi je peux comprendre. Cet enfant, il bouge, il est capable de se déplacer avec un petit fauteuil manuel tout seul, ce qui n'existe pas dans la myotrophie spinale. Et là, si vous lui remettez un corset hyper contraignant parce qu'il a le thorax qui se déforme et le dos il va plus pouvoir faire ce type de geste. Donc en fait, on a une contradiction entre une autonomie motrice qui est améliorée et le fait qu'il y a une déformation orthopédique qui nous amènerait à lui mettre des contraintes. Donc ça nous oblige à imaginer des corsets plus légers, moins contraignants, différents raisonnements, de les laisser libres sans corset une partie de la journée, ce qu'on ne fait jamais dans les maladies neuromusculaires, et puis probablement de développer des techniques chirurgicales, et c'est ça à quoi travaillent les chirurgiens maintenant, de techniques mini-invasives. Alors on fait déjà de l'instrumentation sans greffe vers l'âge de 6-8 ans, mais là ce serait probablement aller faire ce type de chirurgie avec du matériel plus léger à l'âge de 2 ans. Ce qui est quand même une autre affaire et qui, pour l'instant, est en cours de maturation chez nos collègues orthopédistes. Alors, dernier point, c'est que pour réfléchir à tout ça, vous voyez que nous, on a des pistes, des collaborations, des choses qui vont encore sortir. Il y a un entrepôt de données national qui a été développé par l'ensemble des centres de référence pour collecter tous ces patients traités et pour identifier les différents types de traitements et leur évolution maintenant. Donc, vous voyez qu'il y a plus de 900 patients maintenant dans ce registre. Il y en a beaucoup qui sont des adultes, enfin, parce que c'est des patients qui vivent, si on les prend en charge et que on n'est pas un type 1. Et puis maintenant, on peut voir ceux qui, je dirais sur le long terme, les types 1 vont augmenter en nombre parce que maintenant, ils sont traités par thérapie génique. Donc vous voyez, c'est les bleus, les types 1 dans le camembert. Avant, vous auriez fait le même camembert sur la population il y a 7 ans. Les types 1, il y en aurait eu 3. Voilà. Là, il y en a beaucoup. Ils sont traités. Ils sont traités en majorité par thérapie génique. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir sur le long terme? Quel est le bénéfice des autres traitements qu'on peut proposer en association? C'est une grande discussion. Et ce registre qui demande un peu d'énergie à tout le monde est une priorité pour répondre aussi aux autorités de santé, qui sont quand même l'organisme payeur et qui a besoin d'avoir quelques petites notions sur ce qui se passe. Donc on voit que la thérapie génique arrive et que les traitements chez les enfants est très important. Il est moins important chez les adultes parce que les adultes sont déjà très paralytiques et que la discussion de mettre un traitement, je ne parle pas de thérapie génique, mais même les autres traitements, est variable. Alors, dernière diapo, c'est ce qu'on a vu clairement, et je ne vous ai pas montré la vidéo parce que les parents ne le souhaitent pas, mais c'est la précocité du traitement qui conditionne la qualité de la réponse à la thérapie génique. Et donc, la première enfant qui a été traitée de façon présymptomatique, parce qu'elle avait un frère qui avait un type 1C qui était en ventilation 24 heures sur 24 et avec un corset et une gastrostomie, donc la complète. Elle est née, les parents n'avaient pas souhaité de DPN, ils n'avaient vu personne et ils sont arrivés avec le bébé dans les bras à 2 mois de vie, à 1 mois et demi de vie, en disant, au fait, on voudrait savoir si elle est malade. Donc, petite tension, prise de sang en urgence, elle était délétée et elle était donc atteinte, avec un examen clinique à ce moment-là normal, en dehors d'une abolition des réflexes. Un électromyogramme où on voyait un tracé qui était tout à fait satisfaisant, une CIMAP correcte. On l'a traité après avoir discuté en RCP, et cet enfant a marché à 11 mois, elle court à 2 ans, elle monte les escaliers et elle fait du vélo à 3 ans. Donc c'est sûr que ça pose quand même la question de la précocité, et on arrive donc au screening néonatal pour une maladie quand même assez fréquente avec une technique génétique assez fiable pour avoir vite une réponse.
deux projets pilotes qui ont démarré en janvier 2023 sur 2 régions qui sont la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est, et où on voit à l'heure actuelle qu'on va avoir besoin de l'énergie de tout le monde pour faire bouger un peu, je dirais, la pesanteur d'une structuration pour mettre en place un screening néonatal et une thérapie qui doit être faite dans les 28 jours post-résultat génétique, puisqu'il y a un certain nombre de pays européens, il y a l'Australie, certains États des États-Unis, nos collègues belges, qui ont mis en place ce screening néonatal depuis maintenant 2 à 3 ans, les Allemands aussi, et qui ont clairement montré que l'urgence, c'était de screener, de diagnostiquer et de traiter rapidement si on voulait avoir un bénéfice complet chez ces enfants. Donc, la thérapie génique, ça permet de se poser plein de nouvelles questions. C'est un traitement, mais ça a aussi ouvert plein de pistes de collaboration. Et je réinsiste sur le fait que ça ne peut marcher dans un hôpital que si tout le monde collabore et se pose des questions. On a besoin d'un pharmacien réactif, d'une USC dynamique, d'un labo de recherche qui pense, de collaboration avec l'extérieur, de rester ouvert. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre ce qu'on fait. Il ne s'agit pas juste de prescrire une thérapie génique. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Il y a des questions, j'en suis sûre. Véronique. Oui, Véronique. Merci. Ouais, non, c'est émouvant, c'est génial, hein, quand on pense les premiers télétons et les gamins. Donc, waouh. T'es passé dessus parce que c'était déjà dans la suite, mais le vecteur, la technique spécifique, tu as l'air de dire que ça pose aucun problème puisque tu n'en as même pas parlé. Il y a d'autres thérapies géniques où il y a eu le virus, le machin, le truc. Est-ce que tu peux dire juste un mot à ce sujet ? Alors, le vecteur, c'est un AAV. Le traitement, c'est donc une délivrance par voie générale, intraveineuse. On utilise un cathéter central parce que c'est des tout petits qu'il faut en fait injecter 50... faut envoyer 50 millilitres de cette thérapie génique en 1 heure. Et donc, sur un bébé qui a des petites veines toutes pourries, voilà. C'est un promoteur sous CMV. Dans les complications qu'on a eues, on a eu donc une microangiopathie thrombotique grave, sévère, puisque l'enfant est décédé. Probablement parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas bien le mécanisme encore de cette mat. Et maintenant, c'était il y a 2 ans et demi. Et maintenant, je pense qu'on est plus briefé, on est beaucoup plus attentif au niveau biologique et on réagit plus vite. Donc ça veut dire qu'on augmente les corticoïdes, on fait de l'éculizumab si nécessaire pour bloquer la voie alterne du complément. Donc on sait comment faire. La deuxième chose, c'est qu'il y a des atteintes hépatiques qui sont connues dans les thérapies géniques par AAV, puisque 90% du brave virus va commencer par faire un petit tour dans le foie. Là encore, on sait maintenant manager assez bien la cytolyse, la monitorer, et on joue avec la corticothérapie, ce qui fait que certains enfants restent jusqu'à 2 mois, 2 mois et demi post-thérapie génique sous corticoïdes, on monitor, jusqu'à ce que cette fonction hépatique revienne à la normale. Ils font une sorte d'hépatite. Donc après, là encore, les complications, c'est qu'est-ce qui fait qu'un enfant fait une complication ? Moi, je suis toujours convaincue que ce n'est pas la loi du hasard, c'est qu'il avait autre chose. Et donc, par exemple, l'enfant qui a fait la mat, on a trouvé en fait qu'elle avait une mutation dans un gène un variant pathogène, mais pas totalement pathogène. Vous savez, les célèbres VUS classe 3, on ne sait plus dans quelle classe on est selon le jour de l'année, on redouble ou pas. Donc il avait un variant dans un des gènes impliqués dans la voie alterne du complément. C'est pour ça qu'on a mis en place la collaboration avec Véronique Frémont pour essayer de voir s'il fallait les screener à l'avance. Je ne suis pas sûre qu'on y arrivera parce que c'est quand même un peu long, mais au moins essayer de comprendre ce mécanisme. Pour l'hépatite, ça a l'air d'être une toxicité directe du virus. Et dans les autres maladies, nous, on a le Duchenne, là où on démarre aussi la thérapie génique. Les effets secondaires, ils sont quand même liés à l'atteinte primitive. Par exemple, l'AAV, il aime bien le muscle. C'est pour ça qu'on va le faire, on va l'utiliser dans le Duchenne. Mais il aime dans le mauvais sens aussi. C'est-à-dire qu'il va favoriser des myolyses, il va favoriser des myocardites, parce qu'il déclenche une réaction inflammatoire. Donc, la cible de la thérapie génique, elle est bonne, mais tu payes le prix à payer. Là, l'avantage de la modification pour le gène SMN, c'est que c'est circulant, c'est une protéine ubiquitaire circulante, et on n'a pas les problèmes de gènes qui sont impliqués dans des protéines de structure, qui est le cas, par exemple, dans le Duchenne ou dans d'autres maladies. Voilà. Christine, quel recul on a par rapport au tout premier enfant traité ?
Il a quel âge? Alors, en France, je vous ai dit, c'est juin 2019. Aux États-Unis, la cohorte historique, ils sont à plus de 5 ans de recul, 5 ans et demi. Et donc, on sait qu'il y a une persistance, qu'une des craintes, c'était que la thérapie génique disparaisse ou s'éteigne au bout d'un moment. Pour l'instant, il y a d'abord une persistance des bénéfices, c'est-à-dire que les enfants qui avaient acquis la station assise l'ont gardé, les enfants qui tiennent debout l'ont gardé. Et dans la cohorte initiale où il y avait 12 enfants traités à pleine dose, il y en a 3, je crois, ou 4 qui marchent, soutenus, mais enfin qui ont un déplacement. Donc le bénéfice à 5 ans persiste. À 10 ans, j'en sais rien. Et on n'a pas vu se développer. Là encore, on est à 5 ans d'effets, entre guillemets, secondaires qu'on évoque toujours dans la thérapie génique. Mais je vous rappelle que là, le gène ne rentre pas dans l'ADN, il reste en parallèle, hein, ce gène médicament. Donc, on n'a pas les craintes qu'on a, par exemple, dans les thérapies géniques sur des modifications cellulaires ex vivo, comme on fait pour l'ALD ou qu'on fait pour les déficits immunitaires. Moi, j'ai juste un petit commentaire. Super travail, présentation et espoir. Il y a, je pense, des familles, des associations peut-être qui sont en train de nous écouter, même à distance. C'est de montrer l'importance de facteurs de pronostic dans une maladie donnée, d'efficacité potentielle de la thérapie génique, ce qui est développé là. Parce que parfois, il y a pourquoi pas moi, pourquoi, voilà. Et donc ça, c'est très, très important. C'est des conditions de réussite et ça deviendra de plus en plus incontournable. La deuxième chose, c'est l'importance du travail collectif. Tu l'as souligné et merci de le faire. C'est-à-dire, c'est pas juste une équipe, un centre de référence, c'est tous les spécialistes, en fait, autour de, on parle d'enfants, autour de l'enfant en termes de spécialité, un centre de référence, et finalement, c'est du multidisciplinaire clinique dans un même lieu qui doit être reconnu comme tel dans son soutien aussi, et c'est comme ça qu'on avance. Et le fait que la science qui permet tellement de progresser, c'est un formidable progrès, comme tu disais, quand on repense aux photos, à ces enfants, un formidable progrès, ouvre d'autres questions, d'autres complications, et qu'il faut avancer en progressant sur tout ça à la fois. C'est pas la pensée magique, la formule magique, c'est des choses à vraiment bien codifier dans un travail multidisciplinaire, médical et paramédical d'ailleurs, que tu fais très très bien avec les ergothérapeutes, etc., avec toutes les personnes de ton centre. Je crois que c'est important de bien le souligner. C'est des espoirs formidables, ce sont des réussites et c'est une organisation pluridisciplinaire et d'autres questions qui se posent à essayer de résoudre. Oui, je pense qu'au début, on essaie toujours d'anticiper les questions et il y en a auxquelles on n'a pas pensé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, en les voyant régulièrement et avec la collaboration avec des gens qui sont, en effet, moi je pense que les ergothérapeutes, elles sont très importantes, vont, elles, souligner des particularités ou vont nous signaler des choses qui amènent à repenser ou à évaluer différemment. C'est pour ça que ce que développait Rémi, c'est aussi pour comprendre comment ces enfants vont pouvoir bouger pour le futur. Parce que c'est pas juste leur mettre une sale note. En gros, vous avez le mauvais score, vous avez 0 partout, donc vous n'aurez pas de thérapie génique. Parce que c'est un peu le risque de la perception des familles et autres. Et donc, par exemple, l'idée de mettre la barre, pour l'instant, quand il y a une atteinte bulbaire extrêmement grave et une atteinte respiratoire manifeste et grave, qui amène déjà une dépendance, c'est parce qu'on sait que ce n'est pas réversible. Le jour où on arrivera à voir qu'il y a un mouvement dans l'autre sens, évidemment qu'on souhaite tous que ces enfants vivent avec une bonne qualité de vie. Mais leur prévoir une vie avec une gastrostomie et une trachéotomie ventilée 24 heures sur 24 comme objectif vital, ça semble discutable. En tout cas, ce n'est pas le choix qu'ont fait les Français, mais ça a amené beaucoup de discussions éthiques, et même au niveau européen, tout le monde n'a pas le même point de vue, il faut être clair. Et nous, ça nous a fait faire beaucoup de travail sur ce sujet-là. Merci beaucoup. On va être obligé d'arrêter là pour cette première partie de la matinée, pour respecter le timing. Là, il y a 10 minutes, 15 minutes, on va dire, de pause. Vous avez un petit café qui vous attend pour reprendre les topos tout de suite après la pause. Il est mis 11h10, on va dire à 11h15, quoi, maximum. Merci.